parti. En cherchant à soigner mon acné, j'ai déclenché un déclic. En fait, ma vision du monde a changé et je considère que garder ça pour moi n'a pas de sens. Alors, voici ce que j'aurais aimé savoir plus tôt et ce qui m'aurait évité beaucoup de souffrance, de doutes et d'erreurs. Catch me if I fall. Hello les lucioles, bienvenue dans votre tanière, moi c'est Etna et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des sujets qui me tiennent profondément à cœur. Des choses que j'aurais aimé savoir connaître ou apprendre plus tôt. Ce sont des réflexions que je nourris au quotidien mais que je vois très peu discuter sur les réseaux sociaux de manière générale. On ne parle pas des choses simples qui font la vie, je dirais, et pourtant elles touchent à ce qui fait de nous des humains dans notre essence la plus simple et parfois la plus oubliée, je dirais même. Sur cette chaîne, je vous transmets tout ce que j'ai appris au cours de ces dernières années sur le bien-être général de notre corps, englobant aussi divers sujets comme l'alimentation, la beauté, le sport, le développement personnel, etc., etc., avec tout ce qui entoure ces sujets. Ces réflexions sont le fruit de mon parcours, de mes expériences, de ce que j'ai compris avec le temps, et tout est parti d'un point bien précis, c'est-à-dire mon acné. Si vous souhaitez comprendre pourquoi tout part de là, je vous invite à regarder ma première vidéo. Je vous la mets dans le petit i juste ici ou en description juste en bas. Pour vous expliquer rapidement son contenu, je raconte mon combat contre l'acné, le pourquoi, le comment. Elle est la base de beaucoup de changements chez moi et elle explique en grande partie qui je suis aujourd'hui. Donc ce problème de peau qui a duré des années m'a poussé à remettre en question énormément de choses. Il m'a amené à réfléchir à mon bien-être, à ma façon de manger, de consommer et même à mon rapport à moi-même et à ma conscience. Ce sont des sujets sur lesquels je n'avais pas vraiment de prise quand j'étais enfant, mais aujourd'hui ce sont des sujets que j'ai envie d'explorer avec vous parce qu'il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions et essayer d'activer un petit peu son cerveau. J'espère que ce partage vous parlera et surtout qu'il ouvrira la porte entre de vrais échanges entre nous. Pour ce faire, et si ce genre de sujet vous intéresse, rejoignez la tanière des Lucioles qui est l'endroit où nous nous retrouvons pour discuter et partager entre Lucioles bien évidemment. Et n'oubliez pas que chacune d'entre elles brille à leur manière. Alors abonne-toi à la chaîne en appuyant sur le bouton juste en dessous avant que l'on commence cette petite vidéo. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes vraiment des Lucioles en chocolat, je vous aime vraiment. Tout d'abord, le premier point que j'ai appris est le fait que nous ne pouvons pas vivre sans règles. Pourquoi, vous me direz? Parce qu'il est évident que chaque être humain, même celui qui vit en dehors de nos sociétés, des règles nous sont imposées chaque jour. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne vis pas à travers des règles, moi. Eh bah, désolé de vous dire, mais si, notre vie est entourée de règles. La plus simple et la plus évidente est celle de la loi de l'univers. Par exemple, le temps. Le temps en fait partie et il s'écoule chaque jour et tu n'y peux rien. En fait, c'est comme ça. C'est une règle qui touche chaque être vivant, quel qu'il soit, que ce soit des animaux, des insectes ou même nous les humains. La deuxième règle, elle touche les personnes qui se trouvent au sein même de leur propre pays. C'est-à-dire que chaque pays a ses lois et tous doivent les respecter. Par-dessus ces règles juridiques, il y a une conscience, une morale collective qui fait que l'on s'empêche de faire certaines choses au quotidien alors que rien ne nous l'impose dans la loi. C'est une manière de vivre en société, un savoir-vivre, mais si vous êtes une personne qui ne s'impose pas de règles strictes dans votre vie du quotidien, vous êtes quand même touché par ces règles universelles en tant qu'humain. On peut alors comprendre que l'être humain ne peut vivre sans règles. Les règles guident l'humain au quotidien. S'imposer des règles devrait être la base de nos vies parce qu'elles permettent de nous pousser chaque jour à faire ce que nous devons faire, que ce soit pour notre bien-être physique et mental ou pour notre avenir. J'ai donc pris conscience avec le temps que suivre des règles précises pouvait m'aider à me sentir mieux de manière globale, à me dépasser et à évoluer. Mais j'ai aussi compris que les règles que nous devons nous imposer devrait limite, je dirais, faire partie de la conscience collective. Or, aujourd'hui, on nous a appris à vivre autrement et croire des choses, un mode de vie qui nous
pénalise sans que l'on ne s'en rende compte. C'est pourquoi les règles que nous devons nous imposer sont aujourd'hui considérées comme individuelles. Et tous ceux qui s'imposent des règles, la plupart des gens qui les entourent, ne les comprennent pas. En fait, ils se demandent sans cesse: mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'imposes ces règles? Et ils nous disent souvent aussi: s'imposer de telles règles ne te permet pas de profiter de la vie. Or, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quelqu'un qui ne s'impose rien dans la vie restera toujours au même stade 10 ans plus tard et ne sont pas forcément les personnes les plus heureuses au monde. Ces gens associent la négligence des règles à suivre au bonheur. Or, ce n'est pas le cas puisque c'est tout le contraire. Ceci permet de mettre en avant un manque de connaissances, mais aussi de conscience d'eux-mêmes. Comprendre ça vous permettra de vous concentrer sur vous et de savoir ce que vous voulez réellement dans la vie. Se poser des règles de base, c'est se respecter soi, c'est respecter notre corps. Respecter les règles nous permet de mieux vivre au quotidien, d'être organisé et dynamique. Cela nous permet d'évoluer et de vous approcher, je dirais, du bonheur. S'imposer des règles et des limites permet également de confronter les règles des autres et de prioriser nos propres règles avant celles des autres. Elles nous permettent en fait de nous protéger des autres et de leurs influences qui peuvent être néfastes pour certaines personnes. Et il est important de comprendre ça puisque chacun respecte ses propres principes de manière individuelle. Il ne se soucie pas des principes des autres et tente d'influencer leur entourage à ce qu'ils pensent être la vérité sur le bien-être d'une autre personne. C'est pourquoi il est important de se protéger à travers nos principes et de comprendre que ce qu'ils considèrent comme leur propre bonheur ne fait pas forcément le bonheur des autres. De toute façon, l'une des choses qui peut vous aider à savoir si une personne est heureuse ou non est de voir comment cette dernière parle de sa vie et la façon dont elle en parle aussi. Parfois même, ça se voit physiquement. Et généralement, les personnes les plus heureuses sont celles qui suivent leurs propres règles. Je sais qu'il peut être dur de commencer à suivre des règles, mais cela deviendra une habitude pour la suite et les bénéfices de celle-ci parviendront rapidement. Et en parlant de règles, quelles sont les règles que moi-même je me suis imposées? L'une des premières règles que j'aurais aimé savoir et que nous devrions nous imposer et que je me suis imposée est très simple. Il s'agit de la pratique régulière du sport. Mais pourquoi me suis-je imposé cette discipline? Eh bien, c'est tout à fait simple. Le sport apporte énormément de points positifs sur notre bien-être de manière générale. Il apporte bien plus que ce que nous pouvons entendre partout, comme par exemple le sport est fait pour perdre du poids ou pour prendre du muscle, mais personne ne nous explique la profondeur de la pratique sportive. Le sport, c'est bien plus que ça. Le sport est une activité à part entière qui devrait être intégrée au sein même de chacune des vies humaines sur cette terre. Elle devrait faire partie de la fameuse conscience collective. Mais ce n'est pas le cas. Alors elle doit être une règle que nous devrions nous imposer à nous-mêmes, puisque le sport a un aspect biologique et nous permet d'être dynamique, énergique et devenir plus fort et résistant, que ce soit physiquement, psychologiquement ou sur le plan immunitaire. Cela permet également à notre corps de se régénérer plus vite parce qu'il améliore la circulation sanguine, il stimule le système immunitaire, il stimule également la production d'hormones réparatrices et permet aussi la réduction du stress et des toxines. Donc comment vous dire que c'est une activité qui est plutôt complète et positive pour l'ensemble de notre corps. Le sport, en plus de l'aspect biologique, nous apporte énormément à notre mental. Il joue fortement sur comment nous nous sentons au quotidien et sur l'estime de soi. Le sport permet de nous défouler, d'obtenir de la légèreté, de se vider la tête, de se détendre en fait tout simplement. Il contribue à nous sentir bien. C'est un moment à soi que l'on s'offre, un moment de plaisir, mais c'est aussi une activité qui donne un rythme à notre vie. Il permet de structurer notre journée, d'améliorer le sommeil et de casser les cercles vicieux tels que l'isolement, la sédentarité et j'en passe. C'est également une activité qui nous récompense sur le long terme, puisque nous évoluons, nous progressons, que ce soit une amélioration de notre confiance en soi, de notre physique, de notre compétence, de nos performances ou de notre psychologie. Parce que le sport
c'est aussi endurer une certaine douleur pour avancer, se donner des objectifs pour aller plus loin, se dépasser, sentir son corps progresser. Le sport montre notre volonté et améliore l'estime de nous-mêmes en fait. Il nous permet aussi d'éviter la dépression et favorise l'amélioration de notre concentration au quotidien. Il nous permet aussi de nous connecter à nous-mêmes, à notre corps, de reprendre le contrôle de soi. Il nous laisse en fait la possibilité de nous mettre dans une bulle, si on le souhaite, où plus personne ni rien n'existe autour de nous, ou inversement, de rencontrer du monde nous permettant de sortir de l'isolement. Le sport a donc un aspect positif sur notre santé et notre bien-être, que ce soit physique ou mental. Il est, je dirais, un élément essentiel à l'équilibre entre notre corps et notre esprit. Il nous permet de nous dépasser, de prendre conscience de chaque centimètre de notre corps, de nous apprendre à nous connaître, à connaître ses limites. Il nous donne l'occasion de nous écouter en profondeur. La résultante de cette activité est pour moi l'amour intégral de soi finalement. Pratiquer du sport en dehors de chez nous, comme en salle de sport par exemple, nous permet d'obtenir aussi un troisième lieu. Mais vous devez vous demander, qu'est-ce qu'un troisième lieu ? Alors tout d'abord, c'est un concept sociologique développé par un Américain, Ray Oldenburg, qui est un professeur de sociologie. Donc selon lui, pour qu'un individu soit équilibré et épanoui dans une société moderne, il lui faut 3 lieux. Le premier lieu est tout bonnement la maison, qui est un espace privé et intime qui regroupe notre famille. Le deuxième lieu est bien évidemment le travail ou l'école, tout dépend de ce que vous faites. Et le troisième lieu est un espace neutre, informel, libre, en dehors de la maison et du travail. En fait, c'est un lieu d'échange et de détente sans pression où l'on peut échanger et créer du lien social avec autrui de manière spontanée et égalitaire. C'est un lieu qui est accessible où nous pouvons y aller sans rendez-vous ni besoin de se justifier. En fait, ce lieu est essentiel pour l'équilibre mental et social, puisqu'il permet de sortir de la routine maison, boulot, dodo. Il nous permet de respirer puisqu'il contribue à l'équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. L'humain a besoin d'être entouré d'un minimum de personnes pour ne pas devenir fou. Même s'il n'a pas besoin de parler, il est entouré. Ce troisième lieu a une place importante et il ne faut pas le négliger. Je sais qu'on a tendance à rester chez nous puisqu'on s'y sent bien. Moi-même, je suis la première à rester chez moi, mais rester chez nous peut vite devenir, je dirais, une prison dorée, puisque nous ne vivons pas d'expérience en dehors de ces lieux. Ne pas fréquenter d'autres lieux que la maison ou son travail peut occasionner un état dépressif, puisque vous avez peut-être l'impression de ne pas vivre. Ce genre de lieu nous offre généralement de bons souvenirs en plus de ça, et quand on réfléchit, généralement, nos meilleurs souvenirs ne sont pas chez nous, mais bien ailleurs, dans un troisième lieu justement. Aujourd'hui, pour moi, ce troisième lieu est la salle de sport, et il me permet de m'entourer socialement autrement qu'avec le travail. Il me permet de rencontrer des gens de tout horizon, de créer des liens avec des personnes qui ont à peu près les mêmes valeurs, les mêmes envies. Votre troisième lieu peut être totalement différent d'une personne à l'autre. Ça peut être un café, un bar, une association, etc., etc., un parc. Il y a plein d'exemples. Cet endroit devient en quelque sorte un deuxième chez toi, une bulle, un refuge, un espace à vous, un lieu où vous reprenez le pouvoir sur votre temps et votre énergie de manière qualitative. En fait, c'est un lieu qui vous donne une structure, une sécurité, un boost, une sorte de repère mental, une routine personnelle en fait. Et ça, dans un monde où tout va vite, parce que c'est vrai, tout va vite, cela nous offre un ancrage, un repère stable dans nos journées. Et vous, mes lucioles, avez-vous un troisième lieu? Avez-vous déjà entendu même parler de ce fameux troisième lieu? Dites-moi tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Et tant qu'on en est là, je constate encore que des petites lucioles sont perdues. Rejoignez la tanière des lucioles en vous abonnant. Ça prend quelques secondes et vous entrez dans un monde féerique empli de partage et de bienveillance. On vous y attend. C'est bon? Parfait. Alors passons au point suivant. Ce que j'ai appris grâce au sport, c'est aussi l'importance d'une alimentation saine.
La deuxième chose que j'aurais aimé apprendre, c'est que notre alimentation a des effets directs sur notre corps, qu'ils soient visibles ou non. Pendant des années, j'ai lutté avec des problèmes de peau sans comprendre que ce que je mangeais pouvait en être la cause. Je mangeais normalement pour une personne lambda, mais j'ai compris au fil du temps que cette normalité imposée par la société était en réalité une accumulation de produits transformés, de sucre, d'additifs et d'excès. Aujourd'hui, je réalise que même une personne qui n'a pas d'acné ou de signes extérieurs n'est pas nécessairement en bonne santé. L'inflammation peut être interne, silencieuse, mais bien présente. Et cette inflammation, lorsqu'elle s'installe sur la durée, elle peut se transformer en fatigue chronique, en troubles digestifs ou pire, en maladie chronique. J'ai découvert qu'une alimentation adaptée, au contraire, calmait le feu dans le corps. En changeant ce que je mettais dans mon assiette, ma peau s'est apaisée, mon énergie est revenue, ma digestion s'est améliorée. C'est comme si j'avais changé de carburant. Je ne mangeais plus simplement pour le plaisir, je mangeais pour nourrir chaque cellule, pour respecter mon corps tout en me faisant également plaisir, bien évidemment. J'aurais aimé qu'on m'explique dès mon plus jeune âge comment bien manger, qu'on m'apprenne à éviter les produits industriels, à ne pas tomber dans la surconsommation, à ne pas penser qu'à la rapidité et au plaisir de manger. On nous habitue dès l'enfance à consommer ce qui est facile, ce qui va vite, ce qui est pratique, mais à quel prix? Ce type d'alimentation industrielle abîme le corps petit à petit, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et une fois adulte, et que nous prenons conscience de l'importance de l'alimentation sur notre santé, que notre santé passe par notre assiette, nous sommes obligés de désapprendre ce que la société nous a inculqué pour réapprendre par nous-mêmes. Avec le recul, je me rends compte que nos grands-parents avaient déjà tout compris. Ils cultivaient leur potager, faisaient leurs conserves, mangeaient selon les saisons et prenaient le temps. Ils avaient cette conscience que la nourriture était la base de la vie. Ce que je regrette, c'est que cette base ne soit plus transmise aujourd'hui, alors que c'est ce qui devrait être la première chose à apprendre lorsqu'on vient au monde. Une alimentation simple, anti-inflammatoire, composée de produits bruts, variés et naturels, et en quantité juste en fonction de nos véritables besoins. Ce que j'aurais aimé aussi savoir, c'est à quel point notre alimentation impacte notre mental, nos émotions, notre humeur. Parce que mal manger, ce n'est pas juste avoir mal au ventre, être fatigué ou autres symptômes physiques. En fait, c'est aussi être plus irritable, triste, sans raison, voire dépressif. Cela touche également le côté psychologique. Tout ce qu'on ingère interagit directement avec nos cellules. Et cette phrase prend sens maintenant, on devient alors ce que nous mangeons, physiquement, mais aussi mentalement. J'ai mis des années à faire le lien, à comprendre que mon esprit et mon corps étaient liés, comme pour le sport. Aujourd'hui, j'ai appris à écouter mon corps, à tester, à observer ce qui me faisait du bien ou non. Cette curiosité alimentaire m'a menée à une nouvelle conscience, celle de nourrir mon corps et pas juste de le remplir. Et cette conscience-là, j'aurais vraiment aimé qu'on me la transmette bien plus tôt. Mais comme je l'ai déjà dit, il n'est jamais trop tard pour agir, peu importe l'âge, le métier ou le genre. Mais ça ne s'arrête pas là. J'aurais aussi aimé savoir, dès mon plus jeune âge, l'importance de prendre soin de soi et de prendre conscience de son propre corps. C'est un sujet un peu plus profond que je souhaite aborder ici, sans trop entrer dans la philosophie de base, parce que la prise de conscience de soi, ce n'est pas seulement savoir que l'on existe, c'est aussi se ressentir pleinement. Comprendre les messages de notre corps, nos émotions et les conséquences de nos actes sur notre corps. Tout d'abord, il est important de parler de l'écoute de son corps. Écouter son corps, ce n'est pas qu'écouter et ne rien faire. Écouter son corps, c'est le comprendre les signaux physiques qu'il nous envoie. Le fait de comprendre les signaux de notre corps nous permet de poser des mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X, et d'enquêter sur leur provenance. De manière individuelle, les signaux peuvent être positifs ou négatifs et se traduisent de différentes façons en fonction de ce que notre corps a besoin d'exprimer. De manière négative, cela peut se traduire par des mots comme une mauvaise digestion, des maladies chroniques, un mauvais sommeil,
de la fatigue, etc., etc. Et de manière positive, cela peut s'exprimer à travers une sensation de légèreté après un repas, une meilleure énergie ressentie après une activité ou un type d'alimentation, un calme après une bonne respiration, une sensation de détente dans certaines situations, etc., etc. En fait, tous ces facteurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont importants à prendre en compte au quotidien, puisqu'il s'agit tout simplement de la communication de notre corps physique avec notre conscience. Prendre conscience de soi, c'est apprendre à écouter son corps, sans juger pour régler les problèmes que nous rencontrons et ainsi s'améliorer au quotidien pour se rapprocher d'un bien-être total. Par exemple, se demander pourquoi ai-je mal au ventre? Est-ce que c'est lié à ce que j'ai mangé, à mon stress, à mon rythme de vie? Ce n'est pas une faiblesse, c'est une information. Et cette information doit être traitée par la suite avec notre prise de conscience, puis agir en conséquence pour permettre à notre corps d'aller mieux. Au fil des années, j'ai appris à prêter attention aux signaux que m'envoyait mon corps, autant sur le plan physique que mental, en observant attentivement mes ressentis. J'ai appris que mes actions quotidiennes influencent directement mon bien-être et en modifiant certains comportements, en ajustant mon alimentation, mon rythme de vie, certains mots MAUX ont tout simplement disparu et mon corps m'a littéralement remercié. Ce que l'on fait chaque jour, manger, bouger, dormir, travailler, s'exposer à certaines situations, a un impact concret sur notre état général. Encore faut-il en prendre conscience. Beaucoup de personnes, comme moi auparavant, vivent en mode automatique. Elles ressentent une douleur, elles prennent un médicament, mais elles continuent sans se poser de questions. Elles ne cherchent pas la cause du problème, elles apaisent leurs symptômes. Le résultat, les mots reviennent encore et encore. Et observer l'impact de nos actions, c'est sortir de ce mode automatique. C'est analyser ce qui nous fait du bien, ce qui nous épuise, ce qui nous nourrit ou nous affaiblit. Comme par exemple, ce repas m'a-t-il apporté de l'énergie ou m'a-t-il vidé ? Cette activité m'a-t-elle apaisée ou au contraire, est-ce qu'elle m'a stressé davantage? Est-ce que je respecte le rythme dont mon corps a besoin? Prendre conscience, c'est agir en fonction de ses réponses. C'est ajuster, améliorer, choisir en connaissance de cause. Et petit à petit, c'est aligner ses actions avec ses besoins profonds. Une douleur devient alors un message, une piste d'amélioration et non un problème à cacher. En écoutant ce que notre corps nous communique, on apprend à se respecter et à évoluer vers un bien-être plus durable, physique et mental. J'aurais aimé apprendre le plus tôt possible aussi la gestion de mes émotions. Nos émotions ne sont pas seulement mentales, elles traversent le corps, elles peuvent se traduire de différentes manières dont une gorge serrée, un ventre noué, un cœur qui s'emballe ou une respiration qui s'accélère. Ce sont autant de manifestations physiques d'un ressenti intérieur. Le ressenti intérieur, nos émotions, sont très importantes à comprendre puisque cela nous permet de mieux gérer des situations stressantes, de prendre des décisions plus rationnelles, d'entretenir des relations plus saines avec ceux qui nous entourent, mais pour cela, il faut les comprendre et les gérer. Nos émotions sont jointes au physique, déclenchant ainsi des réactions du corps. Les réactions physiques du corps à nos émotions peuvent sur le long terme déborder sur notre état de santé et le dégrader. Pendant longtemps, je ne faisais pas le lien avec tout ça. J'étais fatiguée, énervée, stressée, sans savoir pourquoi. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à me poser une question toute simple. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant ? Et surtout, où est-ce que je le ressens dans mon corps? En mettant des mots sur mes émotions, telles que la tristesse, la colère, la peur, la joie, etc., etc., et en observant leurs effets physiques, j'ai commencé à mieux les comprendre. Non pas pour les fuir, mais pour les accueillir. Parce qu'une émotion a toujours un message à nous transmettre. Elle n'est jamais là par hasard. Nommer ce qu'on vit, reconnaître les sensations associées, c'est un premier pas vers l'apaisement. C'est se donner la possibilité d'agir avec plus de conscience au lieu de réagir automatiquement. Se reconnecter à ses émotions à travers le corps, c'est aussi accepter de vivre pleinement ce qu'on ressent sans le juger. C'est se redonner le pouvoir de choisir comment on veut y répondre plutôt que de subir. En apprenant à écouter ce que mon corps exprime, j'ai découvert une nouvelle forme d'équilibre qui est plus douce, plus fine, plus vraie. La prise de conscience sur tous ces aspects est importante. Plus je me connais, plus je comprends ce que je veux dans la vie
Et pour ça, j'ai besoin d'écouter mon corps, de ressentir, de prendre conscience de mes actes. La conscience de soi, ce n'est pas juste une idée, c'est un ressenti, une attention à ce qui se passe en nous à chaque instant. Et tout ce que je dis est valable pour vous aussi. Et vous, mes lucioles, où en êtes-vous sur votre prise de conscience? En avez-vous déjà entendu parler? Avez-vous même commencé à travailler dessus? Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, je vais finir avec ce dernier point. Une autre chose que j'aurais aimé découvrir plus tôt, ce sont les grands ouvrages et les sages réflexions. J'aurais aimé comprendre plus vite les grands ouvrages, tels que les ouvrages sapientiels. Il s'agit d'ouvrages philosophiques, moraux et didactiques. Ces ouvrages évoquent à la fois la sagesse et la réflexion. Suivre et comprendre ces ouvrages nous permettent de comprendre l'humain et notre société plus facilement. Cela nous permet d'éviter les erreurs probables d'une vie et de ne pas devoir les apprendre par nous-mêmes 10 ans plus tard. Le fait de comprendre et de mettre en application ce que les anciens nous ont communiqué, enseigné à travers leurs ouvrages, nous permet de gagner du temps, de se consacrer et de nous concentrer sur notre évolution et sur d'autres points, allant plus loin grâce à ce que nous pouvons accomplir aujourd'hui dans notre société. Malgré leurs conseils et leurs réflexions, il est tout de même indispensable d'utiliser son esprit critique afin de savoir si cela correspond ou non à nos valeurs. Il ne faut pas croire et penser mot pour mot tout ce qui est dit et raconté par tous et partout. Il est important d'avoir son propre jugement et sa propre réflexion. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux que nous appelons les anciens sont des philosophes grecs issus de la période de l'Antiquité, comme par exemple Socrate, Sénèque et plein d'autres. Les textes sapientiels sont souvent le fruit de décennies, voire de siècles d'observation, d'expérience, de réflexion. En les lisant, on accède à des leçons que d'autres ont mis toute une vie à formuler. Comprendre ces enseignements, c'est éviter de répéter les mêmes erreurs et c'est apprendre à mieux vivre en avançant avec plus de recul et plus vite. J'aurais aimé comprendre plus tôt que beaucoup de réponses à nos questions se trouvent déjà autour de nous, certaines dans les écrits des anciens notamment. Les ouvrages sapientiels, qu'ils soient philosophiques, moraux ou spirituels, sont des condensés d'expériences humaines, où derrière chaque mot se cache un vécu, une réflexion, une observation, un recul que certains ont mis des années, voire une vie entière à formuler. Lire ces textes, c'est tendre l'oreille à ceux qui ont déjà parcouru le chemin, c'est éviter certaines erreurs, prendre de la hauteur sur ce que l'on vit et gagner un temps précieux dans notre évolution personnelle. Souvent, on pense qu'il faut tout vivre pour apprendre, mais ces ouvrages sont là pour nous éviter de réapprendre ce qui a déjà été compris. Ils ne remplacent pas l'expérience, mais ils l'éclairent. Ils nous offrent des clés pour mieux traverser les difficultés, mieux comprendre l'être humain et les mécanismes de notre société. En fait, c'est un savoir qui est transmis, un cadeau précieux que l'on peut choisir de recevoir ou pas. Mais vous devez vous dire, mais que racontent vraiment ces ouvrages ? Ces ouvrages ne sont pas que théoriques. Ils parlent de nous, de nos émotions, de nos conflits intérieurs, de nos relations. En les intégrant à notre quotidien, ils nous aident à mieux réagir face aux épreuves, à relativiser, à cultiver la patience, la lucidité ou encore la gratitude. C'est une forme de sagesse vivante, applicable ici et maintenant. Lire, bien évidemment, ne suffit pas. Comprendre, c'est une étape. Mais ce qui transforme réellement une vie, c'est l'application. La sagesse n'est pas faite pour rester théorique ou figée dans des pages anciennes, bien évidemment. Elle est vivante, concrète et prend tout son sens lorsqu'on l'incarne dans notre quotidien. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que ces principes, parfois aussi abstraits puissent-ils paraître, deviennent de puissants leviers quand on les applique dans les petites décisions de chaque jour. Par exemple, apprendre à cultiver la patience, comme le recommandent de nombreux sages, ce n'est pas juste un joli concept. C'est prendre le temps de respirer avant de répondre. C'est accepter l'impermanence des choses, c'est lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Et je sais, ce n'est pas toujours facile. Mais plus on essaie, plus on sent que ces principes ne sont pas des règles morales figées, ce sont des outils pour mieux vivre. Appliquer la sagesse, c'est faire le pont entre la pensée et l'action, et c'est là que la connaissance devient une transformation. En gagnant du temps sur certaines prises de conscience grâce à ces lectures, on peut
consacrer notre énergie à aller plus loin dans notre cheminement. On n'a plus à redécouvrir ce que d'autres ont déjà éclairé, mais plutôt à construire à partir de ses fondations. Je considère que c'est un moyen d'évoluer avec plus de conscience, de profondeur et de discernement. En fait, comprendre les enseignements des grands penseurs, c'est aussi accepter de ne pas devoir tout expérimenter soi-même pour grandir. Bien sûr, faire ses propres erreurs est précieux, mais pourquoi répéter celles que d'autres ont déjà explorées en profondeur, analysées et partagées avec lucidité? Lire ces ouvrages, c'est bénéficier de raccourcis d'évolution, de clés pour aller plus loin, plus vite, non pas dans une course à la réussite, mais dans une recherche de profondeur et de justesse. Mais sinon, à quoi bon écrire nos savoirs? Ces textes nous aident à gagner du temps, pas pour en faire plus, mais pour mieux orienter nos efforts, pour investir notre énergie dans ce qui compte vraiment. Grâce à eux, on affine notre vision du monde, on comprend mieux les relations humaines, les travers de l'ego, les pièges du pouvoir ou encore les illusions du bonheur extérieur. Ils nous offrent un socle solide sur lequel construire une vie plus alignée, plus réfléchie, plus ancrée dans ce qui a du sens pour nous. Je sais que je continue d'évoluer, de découvrir, de changer d'avis parfois, mais je crois que ça fait partie du chemin. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre. La sagesse vient avec l'apprentissage, et ce dernier peut être réalisé de différentes manières. Le tout est d'apprendre et de faire de notre mieux au quotidien afin d'être soi et de se rapprocher du mieux que possible du bonheur. C'est pour cela que j'ai voulu partager avec vous ces 5 points qui pour moi font sens et qui je trouve sont importants dans l'évolution de chacun. Déjà, tous ces points m'ont montré une chose. Le bien-être n'est pas une case isolée que l'on peut obtenir en faisant une seule chose. En fait, c'est un ensemble, un équilibre où le corps, l'esprit et la réflexion s'entremêlent. C'est une approche globale pour atteindre ou du moins se rapprocher du plus possible du bien-être, mais également du bonheur. Obtenir le bien-être et atteindre ce bonheur avec un seul élément ne suffit pas. Il faut une multitude de petites choses, mais de vraies choses. Des choses qui sont réellement bonnes pour nous sur tous ces aspects. Ici, j'ai partagé avec vous les règles pour discuter de la discipline afin de parvenir à nos objectifs, du sport pour nous libérer l'esprit, de l'alimentation pour être plus léger et en santé. J'ai ensuite continué avec la prise de conscience de soi qui est essentielle pour savoir qui nous sommes réellement et ce que nous voulons pour nous-mêmes. Et pour finir, j'ai partagé avec vous les ouvrages sapientiels pour que nous puissions tous ensemble réfléchir à ce qui a déjà été écrit afin de tenter d'évoluer et de s'éduquer sur ce qui est déjà su par les anciens. Finalement, j'ai tenté ici de parler des 5 points majeurs que je trouve importants au quotidien pour se reconnecter à son soi. Maintenant que je vous ai livré tout ceci, est-ce que toi, ma Luciole, tu aurais aimé savoir quelque chose plus tôt? Partage-moi ta lumière en commentaire, je trouve cette question intéressante pour apprendre à te connaître, mais aussi et surtout réfléchir sur un sujet auquel je n'aurais peut-être pas pensé sans toi. Finalement, je dirais que tout ceci crée une expérience de vie, c'est de cette manière que l'on se construit finalement, en partageant, en communiquant, en discutant sur les sujets qui nous semblent importants. Après tout ce que je viens de vous dire, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question suivante? Où serait notre population si tout ça nous avait été appris dès notre plus jeune âge? Quel genre d'évolution aurons-nous atteint? Aurons-nous eu le temps d'apprendre encore plus de choses pour grandir davantage? Ou finalement, est-ce que ça ne changerait rien à notre monde contemporain? Dites-moi ce que vous pensez de ces questionnements et quels sont vos questionnements à vous. Partagez-moi tout ça, je serai ravie de lire vos réflexions en commentaire. Dites-moi également si ces sujets vous intéressent et si vous souhaitez que j'aborde un autre sujet ou que je pousse un point précis bien plus loin. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour apprendre, grandir et évoluer. Chaque petit pas compte, chaque nouvelle prise de conscience peut changer notre façon de vivre, notre futur et notre bonheur. Si tu es toujours là à ce stade de la vidéo, je te laisse écrire un mot en commentaire pour voir les vrais. Il s'agit du mot bien-être.
Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager ta lumière en likant cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Tu peux également inviter de nouvelles lucioles en partageant la vidéo autour de toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, rejoins la tanière des lucioles. Ça m'encourage énormément à continuer et ça m'aide à toucher l'algorithme. Si tu l'as déjà fait, tu es vraiment une luciole en chocolat, je te fais plein de bisous, je te dis prends soin de toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, chaque luciole a sa place ici, quelle que soit sa façon de briller. A très vite mes lucioles, ciao ciao. So catch me if I